Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour Zoé Genot et bienvenue sur notre plateau Almoating. Bonjour et merci à vous. Madame Zoé, donc nous allons commencer par l'actualité du jour. Vous concernant, vous avez déclaré ce jour, aujourd'hui, que l'idée de Rudy Verwoerd de diminuer le nombre d'élus à Bruxelles est en réalité une tentative de diversion. Ce que plaide Rudy Verwoerd, je vais y arriver, c'est ce que vous souhaitez depuis longtemps, vous dites, et je cite, vous dites aussi, on va dans la bonne direction, mais ce que le PS est en train de faire, c'est qu'en réalité, il installe une série de personnes à différents postes. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ? Mais donc, ce matin, on a publié dans le journal que Rudy Verwoerd voulait faire avancer dans deux directions. C'est vers des listes, la possibilité d'avoir des listes régionales bilingues dans la région. Fatalement, pour nous, c'est une bonne idée. On est le seul parti à l'avoir fait au fédéral, à avoir travaillé à une liste écolo-groen bilingue. Donc, travaillons avec toutes les communautés sur les listes, aucun problème. Vouloir diminuer le nombre d'élus, que ce soit dans les conseils communaux, au niveau des collèges, des bourgmestres, au niveau des députés bruxellois, ça ne peut qu'être une bonne chose. Mais quand je l'ai interrogé cet après-midi au Parlement pour dire mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une vraie décision de gouvernement ? Il a dit ah non, c'est juste une idée que je lance et les partis n'ont qu'à s'en emparer. Et là, on a un vrai problème parce que quand on a un ministre-président, il n'est pas là pour lancer des idées, il est là pour faire des véritables choses. Et donc, il parle beaucoup de simplification, d'efficacité. Mais qu'est-ce qu'il fait effectivement ? Et donc, moi, c'est pour ça que je pense que cette interview d'aujourd'hui était faite pour un peu masquer ce qui est vraiment fait. C'est on crée 3 nouveaux services avec des directeurs généraux dans l'administration et 3 nouvelles agences avec des directeurs, des commissaires de gouvernement et toute une série de choses. Et donc là, on voit bien que dans les discours, c'est on réduit, on simplifie, mais dans la pratique, c'est on complexifie, on augmente le nombre de directeurs de services et autres. Et les patrons et les syndicats ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont remis un avis vendredi où ils disent non à cette réforme. Ils disent non, il n'y a aucune raison de couper des administrations en deux, de créer des nouvelles directions, ça va coûter cher, ça va complexifier le travail et ça va encore rendre, je dirais, le travail de l'administration plus compliqué. Donc c'est absolument pas ce que les citoyens ont besoin et les patrons et syndicats sont d'accord pour le dire, donc je pense que la position est claire. Okay. Votre parti écolo a perdu beaucoup de sièges à Bruxelles en 2014. Du coup, vous ne faites plus vraiment la majorité bruxelloise. Quelle explication vous pouvez donner en fait à ce recul significatif ? Mais je pense qu'il y a une série de partis qui ont émergé, qui ont changé. On est au pouvoir depuis 10 ans et peut-être que certains se sont dit bon ben voilà, on les a assez vus. Moi, j'ai l'impression qu'on ne regarde pas assez ce qui est effectivement fait. Et là, on ne peut pas rougir parce que quand on voit maintenant que sur tout le travail qu'on a fait pour soutenir le fait que quand on construit maintenant à Bruxelles, on doit construire de manière, je dirais, différente, on doit tenir compte de la facture de chauffage des gens et donc construire de manière beaucoup plus isolée, et bien maintenant on voit qu'il y a des délégations qui viennent des États-Unis, du Canada, etc., visiter ce qu'Ecolo a mis en place en région bruxelloise. Donc c'est vraiment une source de fierté. Quand on voit les projets qui ont été lancés pour pouvoir permettre au moins favoriser d'acheter des logements à des prix corrects, de pouvoir louer des logements sociaux en construction, moi, je suis contente du boulot qui a été fait pendant toutes ces années et j'espère que les Bruxellois vont constater qu'avec Écolo, ça n'avance pas assez vite. Mais ça avance. Sans écolo, ça y est, on est reparti à l'ancienne. On crée des organes, on nomme des gens partout. Et ça n'avance pas. Parce que quand on voit, par exemple, le dossier des logements sociaux, depuis que Écolo a quitté le pouvoir en 2014, il n'y a pas eu une nouvelle décision de construction de logements sociaux. On sait que c'est difficile. Et que ça se fait petit à petit, 15 par ici, 30 par là, etc. Et que ce n'est pas assez par rapport aux milliers de gens qui attendent des logements sociaux et des logements pour les grandes familles. Mais il faut le faire, et là c'est zéro. Depuis 2014, qu'on n'est plus au gouvernement, c'est zéro. Ça n'avance plus, uniquement des paroles. De manière plus générale, votre parti ne fait plus partie en fait, des autres majorités, ni au fédéral, ni à la communauté, et ni aux régions aussi. Donc vous avez procédé à une analyse sérieuse sur la situation ou pas encore ?
Donc là, nous, ce qu'on a décidé, c'est que voilà, il y avait une page à tourner. Écolo avait été dans certaines... C'était difficile à comprendre pour les gens parce on était dans l'opposition fédérale, on était dans la majorité aux régions et c'était peu clair. Et donc là, maintenant, il y a eu là une décision très claire, c'est il faut que les gens puissent mieux nous comprendre. On va avoir une ligne plus claire au niveau de la communication. Je pense qu'au niveau des décisions, il y avait une ligne assez claire, assez cohérente, mais qu'au niveau de la communication, ça n'était pas assez clair. On a élu une nouvelle équipe avec Zakia Katabi et Patrick Duprier, avec clairement ce mandat-là, pouvoir expliquer de manière plus claire aux gens ce qu'Écolo veut faire. Et ça commence à, en tout cas, aboutir à donner ses résultats. Et ça commence tout doucement à avancer. On le voit par exemple dans le dernier sondage bruxellois, on était en hausse. Mais bon, moi ce que je pensais surtout, c'est le travail sur le terrain. Oui. C'est discuter avec les gens, c'est expliquer les possibilités, c'est montrer dans les communes ce qu'on peut faire, etc. C'est par ce travail-là qu'on va... Justement, pour 2018, pour les élections en tout cas, qui sont sur le chemin, quelle est la stratégie que vous comptez développer pour aller à l'encontre des sondages qui vous donnent en fait en stagnation? Ben non, le dernier sondage, au contraire, nous montre en augmentation. Donc, c'est clair que c'est un encouragement. Mais je pense surtout qu'au communal, c'est très différent des sondages. Parce que c'est vraiment... les gens votent en fonction des personnes qui connaissent sur le terrain. Et donc, ça, c'est le plus important. Je l'ai encore vu, j'étais sur les brocantes à Saint-Josse ces 2 derniers week-ends. C'est personne par personne en discutant. Et donc, on ne peut pas dire qu'on a une stratégie globale pour l'ensemble des communes. C'est dans chaque commune qu'il faut voir la situation, qu'il faut voir qui sont les acteurs, avec qui est-ce qu'il y a moyen d'avancer. Et, par exemple, le PS de telle commune n'est pas le PS d'une autre commune. Et donc, il faut faire vraiment des analyses commune par commune, pour voir avec qui il y a moyen de faire avancer nos projets, que ce soit en matière sociale, en matière environnementale, en mobilité, etc. Et surtout, de descendre auprès des gens pour vérifier que nos analyses correspondent à leurs besoins. Parce que la solution pour Saint-Josse n'est pas la solution pour Molenbeek. Il faut vraiment travailler finement en fonction des réalités. Okay. Pour le débat qui a suivi les attaques terroristes et de manière générale celui relatif à la lutte contre le radicalisme, Écolo a été plus discret. Avez-vous une approche intégrée en cette matière et si oui, laquelle ? Je crois qu'Écolo n'a pas été très discret parce que Sarah Turine a été invitée sur tous les plateaux. Donc nous, par rapport au terrorisme, on a 2 axes. C'est de dire, en matière de sécurité, efficacité. Arrêtez de proposer 36 lois. On va retirer leur nationalité aux gens qui se sont fait sauter. Vous m'excusez, ils sont morts, ça n'a aucun sens. Et j'ai jamais vu un terroriste qui se disait « Oh mon Dieu, est-ce que je vais commettre cet attentat parce que peut-être on va me retirer ma nationalité ?» Donc, oui, pour des changements efficaces, non pour les effets d'annonce. Ça, c'est en matière de sécurité. Le deuxième axe sur lequel on est beaucoup intervenu, c'est de dire il faut surtout faire de la prévention, empêcher toute une série de gens de se décrocher et de se radicaliser. Ça, c'est l'objectif principal. Et on a l'impression, à l'heure actuelle, que tout est misé sur des espèces de pseudo-lois qui n'améliorent rien. Alors qu'à côté de ça, oui, on peut, par exemple, les services de renseignement sont dans l'incapacité de traiter toutes les informations qui leur parviennent. Eh bien, il faut qu'on travaille avec elles pour qu'il y ait moins d'informations qui leur parviennent, mais des informations pertinentes, qu'ils aient suffisamment de moyens pour les traiter. Ça, c'est en effet moins flamboyant que de faire voter des lois, mais c'est plus efficace en matière de sécurité. En matière de prévention, on doit travailler aussi bien dans les écoles qu'avec les services qui sont à l'heure actuelle sur le terrain et qui nous disent on a besoin d'être renforcés si on veut vraiment pouvoir suivre tous les gens qui nous sont signalés. Parce que nos meilleurs alliés, ce sont les familles. Et les familles, à l'heure actuelle, elles sont en demande de soutien. Et on n'a pas les moyens pour les soutenir. Okay. Comment vous voyez votre place à Saint-Josse dans une commune où le PS de Emerkir peut, à sa guise, élargir sa majorité au parti qu'il souhaite? Et je parle de 2018 ici. Mais donc, à Saint-Josse, quelle est la situation? On a un parti socialiste qui était au pouvoir depuis 1947, qui a le bourgmestre depuis 1953, et qui a fait des très bonnes choses à l'époque, par exemple, de M. Guy Cudel. C'était quand même une commune particulièrement novatrice, particulièrement accueillante. On a eu des crèches pour les artistes ouvertes la nuit, etc. Ces dernières années, c'est un peu la catastrophe, parce que souvent on dit « oui, mais c'est normal, c'est une commune pauvre ». Attention,
c'est une commune où les gens sont pauvres. C'est la commune qui a le revenu par habitant le plus bas de Belgique. Mais c'est une commune qui est riche. Parce que par exemple, quand vous voyez une tour comme Belgacom ou une tour comme Rogier, l'une rapporte 3,2 millions dans les caisses de la commune, l'autre rapporte 2,5 millions dans les caisses de la commune. Donc rien qu'avec les taxes de bureau, et chaque fois que quelqu'un dort au Sheraton, on a une taxe sur la nuitée d'hôtel. Eh bien, avec tout ça, on a 2 fois plus pour s'occuper de chaque habitant que Scarbeck. Donc, à Saint-Josse, ça devrait être 2 fois plus beau. Et malheureusement, la gestion communale est une catastrophe. On a encore perdu un subside régional de 3 millions il y a quelques mois. Et donc, on ne gère pas convenablement cette commune. Donc il y a un véritable enjeu à améliorer la situation, parce que nos écoles sont dans un état vraiment inquiétant, les activités qui sont proposées pour les jeunes sont totalement insuffisantes, la mobilité est une catastrophe. Et penser que le PS est là pour toujours, je pense que c'est un peu court. En effet, il laisse pourrir la situation en se disant... si je laisse pourrir la situation, il y a beaucoup de publics, de nouveaux migrants peu informés qui voteront pour moi. Je pense que c'est tout à fait peu reluisant comme politique par rapport aux habitants qui sont effectivement là. Mais même, c'est courte vue, parce que le PS avait plus de 50% il y a quelques années, il est descendu à 48%. Dernières élections, il est encore baissé à 42%. Avec 42%, il a encore la chance d'avoir une majorité de sièges, parce que oui, le système n'est pas démocratique, et donc 42%, il devrait avoir 42% des sièges, et il en a 55, donc il y a un problème. Mais il est en érosion parce que la commune est mal gérée et que de plus en plus de gens le savent et en ont marre. Il semble qu'en 2010, vous avez fait partie d'un groupe de personnalités de gauche qui ont lancé une pétition pour obtenir l'autorisation de porter le voile à l'école. Vous avez semblait également être contre toute interdiction de voile. Êtes-vous toujours prête à défendre cette cause malgré les circonstances actuelles, la montée des 2 pensées radicales et extrémistes en Europe, radicalisme religieux et radicalisme politique? Mais en effet, on est vraiment très coincé avec d'un côté un extrémisme d'extrême droite et de l'autre côté un extrémisme religieux qui tous les deux essayent de radicaliser toute une frange de la population. Mais pour moi, c'est à ces moments-là que c'est très important d'avoir des principes et de les conserver. Et donc moi, quand on me dit « Ah, vous êtes pro-voile », mais non, je ne suis pas pro-voile. La preuve, si j'étais pro-voile, j'en mettrais un sur ma tête. Donc je ne trouve pas que ce soit un aboutissement d'avoir un voile sur la tête. Par contre, je suis pro-liberté. Et ça, pour moi, c'est très important. J'ai toujours prôné les mêmes choses, j'ai toujours été cohérente. Et donc, je trouve que pour moi, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté d'orientation sexuelle, eh bien, ce sont pour moi des libertés qui sont posées sur le même plan. Et je défendrai de la même manière un homosexuel qui fait valoir ses droits qu'une jeune fille qui fait valoir ses droits d'avoir le foulard. Pour moi, il y a la Convention européenne des droits de l'homme et c'est la seule ligne qui compte. Okay. Pourquoi vous pensez-vous que la Belgique doit présenter des excuses pour son passé colonial? Et cela pour vous a une vraie valeur ajoutée? Est-ce qu'il ne suffit pas de démontrer, en tout cas, n'est-ce pas, en fait, pour démontrer par acte que la Belgique... je vais recommencer ma question. Donc, pourquoi pensez-vous que la Belgique doit présenter ses excuses pour son passé colonial? Mais moi, j'étais à l'école secondaire en Belgique. Et... de manière très étonnante, on ne m'a jamais parlé du passé colonial de la Belgique. On m'a un peu parlé du passé colonial de l'Angleterre, qui avait l'Inde, qui avait ceci, ça. Mais le passé colonial de la Belgique, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Et tous, on est imprégnés vaguement par nous, les bons Belges, qui avons été apportés l'enseignement, la santé, les routes, etc. au Congo. Quand j'ai commencé à lire sur le sujet, j'ai vraiment senti une honte totale m'habiter. Et quand je me suis rendu compte que, par exemple, on n'avait pas créé d'enseignement secondaire général parce qu'on avait très peur qu'il y ait une élite intellectuelle qui se fasse au Congo, qu'on n'avait pas fait d'université, qu'on n'avait créé que des écoles catholiques primaires et secondaires inférieures ou techniques. Vraiment, pour moi, je suis tombée de haut. Et donc, je pense que la première chose à faire, c'est de permettre à tout le monde de s'approprier ce passé. Ce n'est pas fait à l'heure actuelle et donc on est dans un combat avec ma collègue Barbara Track pour que ce soit intégré dans le programme scolaire. Je pense que c'est important qu'on sorte de les bons Belges ont été aider les petits sauvages, mais qu'on soit dans une pensée complexe en la matière.
Au Parlement fédéral, j'avais beaucoup travaillé pour que la Belgique reconnaisse sa responsabilité par rapport au génocide. On sait qu'on a une série de nos fonctionnaires à Bruxelles, à Liège, à Anvers, qui ont établi les listes pour la déportation des Juifs, qu'on avait collaboré. Et ça aussi, c'était totalement nié dans les livres d'histoire où c'était les méchants Allemands ont déporté la population juive et on niait la participation belge. On a au Parlement exigé qu'il y ait un rapport historique et puis que la Belgique reconnaisse sa responsabilité. Moi, je suis exactement dans la même démarche quand je dépose un texte au Parlement fédéral pour demander cette reconnaissance du passé colonial. C'est je veux qu'il y ait de la même manière un groupe d'historiens qui se penche sur notre passé colonial et puis que le Parlement reconnaisse ce qui s'est passé. Je pense que c'est important, que beaucoup de pays l'ont fait. La Belgique ne l'a toujours pas fait, il est temps qu'elle le fasse. Entre l'éthique et la politique, et entre la défense d'un droit humain fondamental et la sécurité nationale, où se positionne Joué-Zono, la question est particulièrement liée à l'affaire Ali Arras et l'affaire Oussama Attar. Mais donc, revenons peut-être sur l'affaire Oussama Attar. En 2010, Amnesty s'inquiète très fort de la situation d'un ressortissant belgo-marocain qui est gravement malade dans une prison en Irak, condamné par la justice américaine. Et on sait et estime qu'il n'y a pas un soutien suffisant de la Belgique pour faire accéder les médicaments et pour qu'ils soient effectivement soignés. Et donc moi, je me suis joint à la mobilisation, et si c'était à refaire, je le referai, parce que je considère qu'on a des principes et que quand un de nos ressortissants est enfermé, c'est normal qu'on lui accorde un minimum de soutien. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Cet Oussama Attar a très mal tourné. Il est revenu, il a endoctriné une série de personnes. Mais qui a la responsabilité de l'avoir libéré et de n'avoir pas suivi ? M. Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, a fini par obtenir une libération humanitaire pour ce monsieur. Et puis, on l'a lâché dans la nature sans aucun suivi. En effet, il y a un problème. Oui, on doit avoir des principes, mais on ne doit pas être complètement naïf et faire n'importe quoi. Et donc, il y a eu un problème de suivi. Mais ce n'est pas pour autant que quand il y a des binationaux, comme par exemple Ali Arras, eh bien, on doit les traiter différemment parce qu'ils sont belgo-marocains que des belgo-belges. Pour moi, c'est important que la Belgique soit aux côtés de ses ressortissants. Ça ne veut pas dire les innocentés. Hein. Je ne sais plus quand, il y avait un belgo-américain qui avait des problèmes de drogue en Asie. On n'a pas été l'innocenté, mais on a assuré une assistance consulaire. Eh bien, c'est normal que ce type d'assurance consulaire soit accordé à tout le monde, qu'on soit belgo-belge ou binational. Pour moi, c'est important que l'apport de l'État soit le même, quelle que soit notre origine. Okay. Pour vous, Zoé Jono, quelles sont les questions auxquelles le gouvernement fédéral doit accorder plus d'importance et pour quelles raisons ? Mais surtout, le gouvernement actuel doit arrêter de reporter la charge sur les plus faibles. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des réductions d'impôts qui profitent majoritairement aux plus grosses entreprises, aux plus riches d'entre nous, et il fait porter l'effort sur les petites gens qui, eux, ont droit à des cacahuètes en termes de réduction d'impôts. Les jeunes n'auront plus droit au chômage s'ils n'ont pas fini leurs études assez tôt. Les malades auront droit à des allocations diminuées. Je suis désolée, mon frère a eu un cancer il y a quelques années. Ce n'est pas un choix d'avoir le cancer. Et déjà s'en sortir avec une indemnité maladie, c'est particulièrement difficile. Alors quand je vois qu'ils sont en train de changer le système de calcul pour que les gens reçoivent moins, je trouve ça indécent. On devrait être aux côtés des pensionnés, des malades, des personnes subissant un handicap pour au contraire améliorer leur situation. Et là, c'est exactement le contraire ce que nous propose ce gouvernement. Okay. Quelle est votre conception de la laïcité en Belgique ? Mais la grosse difficulté avec le mot laïcité en Belgique, c'est qu'il repose sur deux termes. Et quand on voit par exemple les statuts du Centre d'action laïque, les deux termes s'y retrouvent. D'un côté, on a la question de la séparation Église-État, qui est très importante dans un État. Pour moi, c'est primordial pour que tout le monde ait la liberté aussi bien de croire que de ne pas croire, que l'État soit, lui, laïque, neutre. Et il y a l'autre sens, qui est un sens typiquement belge, qui est plutôt le sens, je dirais, laïque, athée, militant. Moi, je viens d'une famille très laïque. Mon arrière-grand-père, déjà, n'était pas baptisé, ma grand-mère n'était pas baptisée, ma mère n'est pas baptisée, je ne suis pas baptisée. Donc, c'est clair que je m'identifie comme laïque. Mais maintenant, quand je vois
au nom de la laïcité, toute une série de discours à tendance raciste qui sont tenus, j'en viens à dire que je suis une laïque modérée pour me distancier de gens que je considère comme ayant complètement dévoyé le message de la laïcité qui, à la base, est vraiment un message de liberté, d'émancipation, et pas du tout ce message conservateur qu'on entend de plus en plus souvent. Par contre, sur la séparation, je trouve que c'est très important. Et par exemple, moi, je me suis plusieurs fois élevée quand on voit tout notre gouvernement qui va à un Tédéum ou autre, parce que je trouve qu'il ne faut pas mélanger les genres. Il y a le gouvernement, l'État, qui doit rester neutre, et par contre, c'est très important qu'il garantisse que tout le monde puisse croire en ce qu'il veut, aller à un Tédéum, aller à une cérémonie ou autre. Et il y a encore du boulot, parce que par exemple, quand un de mes cousins est décédé, eh bien, dans la petite ville de province où il était, il n'y avait pas de lieu pour quand on n'est pas croyant, pouvoir organiser une cérémonie funéraire. Il y avait des églises, il y avait ceci. Et donc, un de nos députés wallons a mis sur la table une proposition pour qu'on ait des lieux neutres qui puissent servir à toutes les personnes qui souhaitent organiser des cérémonies dans les salles où il n'y a pas de salle disponible et qu'il n'y a que des églises. Okay. Selon vous, justement, quelles seraient aujourd'hui les clés du vivre ensemble entre les communautés en Belgique? Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un gros problème de non-vivre ensemble. On vit les uns à côté des autres. Dans les écoles, chacun est entre soi et surtout n'a pas envie de se mélanger. Au travail, de plus en plus, c'est le cas aussi. Et donc, il y a une méconnaissance. Pour moi, le plus grand défi, c'est d'arriver à faire que les gens se connaissent. Pas qu'ils s'idéalisent et pas qu'ils se disent « Ah, les ceux-ci sont géniaux. » Non, mais simplement qu'on se connaisse mieux. Je vois que, par exemple, bêtement, moi, je crois très faire aux fêtes de rue. Je vois que depuis que dans ma rue, on organise une fête de rue qui fait que les gens font plus que se dire « Bonjour, comment allez-vous ?» mais savent où on travaille, quels âges ont les enfants, quels sont les soucis, et qu'il y a de véritables discussions. Eh bien, il y a vraiment un apaisement, il y a plus d'entraide quand il y a un chat, un ceci, un cela, et l'ambiance est bien meilleure. Et donc, pour moi, l'objectif, c'est vraiment de créer tous ces lieux où il puisse y avoir véritablement plus de connaissances mutuelles. Je dis toujours, à Saint-Josse, le seul endroit multiculturel, c'est le supermarché. Ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour avoir des discussions. Là, on s'est battu et on est content qu'il y ait enfin une maison des cultures. Et on espère que ça puisse être l'occasion de regarder des films ensemble, justement d'approfondir cette connaissance. De faire les choses ensemble. De faire les choses ensemble, vraiment. Okay. Quelles seraient ainsi, toujours selon vous, les priorités appliquées dans le cadre de l'immigration, en sachant que vous êtes pour la régularisation des sans-papiers, par exemple? Et donc pour nous, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? On fait semblant de se dire, disons aux migrants qu'ils ne sont pas les bienvenus et ils ne vont pas venir. On voit très bien que ce n'est pas le cas. Les gens sont prêts à mourir par milliers dans la Méditerranée parce qu'ils quittent des endroits devenus invivables. Donc la première chose, c'est avoir une véritable politique où on ne laisse pas les pays étrangers. Je viens de lire encore un article abominable qui explique comment on écoule du pétrole particulièrement dangereux pour la santé dans toute une série de pays africains. Donc la première chose à faire, c'est avoir des échanges économiques respectueux avec les autres pays, parce que ce n'est pas en tuant peu à peu leur économie qu'on va améliorer leur situation et je dirais, provoquer moins de migration. La deuxième chose, c'est se dire, oui, quand des gens sont sous les bombes, c'est normal de les accueillir. Et j'espère que si un jour mes petits-enfants sont sous les bombes, leurs voisins les accueilleront. Ça, c'est des choses qu'on ne discute pas. Et la dernière chose, c'est de dire, il y a des gens qui sont ici maintenant depuis très longtemps, 5, 10, 15 ans. Ils ne vont pas repartir. Alors on peut faire semblant de les ignorer, mais qu'est-ce qui se passe effectivement sur le terrain? C'est qu'ils sont là, c'est qu'ils travaillent, mais ils travaillent pour des cacahuètes complètement exploitées. Ils font des chambres d'hôtel pour 1 euro, ils sont sur le chantier pour 20 € la journée et autres. Et donc, le mauvais emploi chasse le bon. Et donc là, pour moi, c'est important pour les gens qui sont là de manière durable, qu'on puisse avoir une possibilité de régularisation. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait déposé une proposition de loi avec des critères clairs pour que ce ne soit plus à la tête du client comme ça l'est à l'heure actuelle. Okay. Quel regard portez-vous sur l'avenir de la région bruxelloise? Mais je pense que la région bruxelloise a un bon potentiel
Parce que quand on voit les énergies, la jeunesse, le niveau de formation de plus en plus de nos jeunes, etc., on a tout un potentiel. Mais à l'heure actuelle, on ne s'en saisit pas. Par exemple, j'avoue que je suis assez énervée quand je vois qu'il y a toute une série d'outils qui ont été envoyés. Vous vous rappelez les grandes négociations entre francophones, néerlandophones, qui voulaient avoir plus pour les régions. On a toute une série d'outils qui nous sont arrivés. Donc, par exemple, pour que les aides à l'emploi profitent plus aux Bruxellois, pour qu'on cible mieux les Bruxellois qui en ont besoin. Et on attend le texte qui permettrait de faire ça depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Alors, on a des outils, on ne les utilise pas. Par exemple, maintenant, on est responsable en matière de titres-services. On pourrait décider de réformer le système pour que les conditions de travail soient garanties. Parce qu'à l'heure actuelle, quand vous soyez une entreprise qui offre des bons contrats de travail ou que vous soyez une entreprise qui offre des contrats à la journée, vous êtes soutenu de la même manière. Pour moi, ça ne va pas. Il faut plus soutenir les entreprises qui offrent des bons contrats pour essayer que ce soit ça qui soit fait. Et donc, on a toute une série de nouveaux leviers. On a les allocations familiales, on a maintenant la loi sur le bail qui vient de nous arriver. Donc, on pourrait commencer à essayer de réguler le loyer pour que les propriétaires qui demandent un loyer décent soient soutenus et que les autres soient pénalisés. On a toute une série de nouveaux outils. Et on traîne à s'en emparer. Je vois que la région wallonne fait des propositions. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle propose, mais le gouvernement wallon bouge. Au niveau du gouvernement bruxellois, ça avance très, très, très lentement. Donc vraiment, moi, mon message, là, c'est à M. Vervoort, M. Gozouin et autres. Réveillez-vous, les gars, parce qu'on a particulièrement besoin que ça bouge à Bruxelles. Okay. Alors, pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter ces questions aussi quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme, avec un grand H, devrait aussi être une femme avec un grand F, parce que c'est seulement en marchant sur les 2 pieds qu'on peut avancer. Pour vous, Dieu est ? Voilà qui est plus compliqué, parce que pour moi, Dieu n'existe pas, mais je pense qu'il aide beaucoup de gens, donc j'espère que pour eux, c'est un ami. Être une femme politique aujourd'hui, c'est ? Pas toujours facile, parce que c'est énormément de travail et très peu de résultats. La Belgique de demain sera ? Diverses, multiculturelles, et on devra faire avec tout le monde, sinon on ne va pas y arriver. Zoé Genot, merci pour votre confiance. Merci à vous pour l'invitation, c'était une chouette première. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, au revoir.